les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Elisabeth Borne a-t-elle révélé le mystère Brigitte? Un secret d'État? Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Yann Penaud, Lily Jippy, Bernard Carré, Caroline Bondou, GM Marie Z et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur ce qui fait le buzz depuis 48 heures sur les réseaux sociaux. Yacine Bellatar, appelé également Yasmine Pellatart, menace de mort l'humoriste ou pseudo-humoriste condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et oui, c'est ce personnage qu'Emmanuel Macron a choisi pour représenter la France au Maroc dans sa délégation. Et suite aux révélations des réseaux sociaux, vous vous en doutez, cela coince même chez les macronistes qui en bégayent. Parler de Yacine Bellatar à un macroniste et il va bégayer. C'est un véritable scandale, bien évidemment. Parlez-en, relayez, ne lâchez rien. Quant au journaliste sur CNews, Vincent Herouette, il enfonce le clou. Yacine Bellatar est un repris de justice, influenceur très proche des frères musulmans. Il influence vraiment dans le sens du fanatisme militant. Vincent Herouette. Emmanuel Macron serait-il sous l'influence de fanatiques? Au vu des dernières déclarations d'Emmanuel Macron, la question se pose en effet. Mais c'est Amine Khatmi qui expose les vraies raisons du scandale Yasmine Bellatar dans la délégation française. Yacine Bellatar, présent lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron, plutôt que d'aller chercher des modèles de réussite, on va chercher qui? Le contre-modèle absolu. On peut ajouter qu'Emmanuel Macron a toujours agi de la sorte. Il sélectionne les influenceurs en fonction de leur popularité, mais sur un segment de la population, et jamais sur leur mérite. On a le droit par exemple à Nabila, qu'il a soutenu pendant la campagne électorale, ou Carlito et McFly, qui ont même été invités à l'Élysée avec toute une story qui a duré jusqu'à la rentrée scolaire. Macron espérait ainsi gagner en popularité chez les jeunes avec ces deux abrutis. Emmanuel Macron n'est pas à proprement parler un homme politique. Un homme politique, dans le sens noble du terme, c'est quelqu'un qui agit. Nous savons très bien que les décisions sont prises ailleurs, à Bruxelles. Non. La fonction d'Emmanuel Macron, c'est de faire de la communication. Et son activité favorite, eh bien, c'est de débusquer ces influenceurs, ces hommes d'influence, qui vont lui permettre, selon lui, de grappiller quelques points dans les sondages. Lorsqu'on voit les pédigrés, ce n'est pas gagné. Quant au Maroc, on a eu l'impression d'avoir assisté à la parade des monstres. Oui, tocards, pique-assiettes, repris de justice, vieux pervers, escrocs et fanatiques. Cette délégation, on a l'impression que c'est toute la cour d'Emmanuel Macron qui s'est déplacée. Et cela fait peur, particulièrement avec BHL. BHL, c'est l'homme d'influence, ce sont les réseaux, et notamment atlantistes, que Macron manifestement essaie de caresser dans le sens du poil. Et même le petit influenceur Bernard Montiel était de la partie. Quand je dis partie, je ne parle pas de partie fine, non, il était présent. Mais il est vrai que Bernard Montiel est surnommé la Pompadour. C'est sidérant, n'est-ce pas? Que font les macronistes en ce moment? Ils expliquent aux Français, sur tous les plateaux de télévision, 24 heures sur 24, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir faire de drastiques économies, et que pour cela, ils vont leur sucrer un jour férié par-ci, et aux fonctionnaires qu'ils vont leur ajouter 2 jours de carence par-là, après toutes les taxes qui viennent d'être votées. Et que fait Macron pendant ce temps? Il s'offre en spectacle avec toute sa cour de tocards au Maroc. Est-ce qu'Emmanuel Macron pense que les contribuables sont extatiques d'apprendre que leurs impôts financent BHL, Bernard Montiel, Bellatar, Guénable, Bagné, pour qu'ils aillent se goinfrer au Maroc? Et ainsi, quel est le message envoyé par le président de la République
aux Français. Eh bien, aux uns, le plus grand nombre, c'est le moment de vous serrer la ceinture. Quant aux autres, eh bien, c'est Club Med, champion du monde de la communication Emmanuel Macron. Autre message envoyé aux Français par Le Poudré, reçu dans ses entretiens 5 sur 5. Emmanuel Macron fait l'apologie de l'invasion arabe au Parlement marocain. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. Réponse de Philippe Murer. La colonisation passée de l'Espagne par les Arabes, c'est formidable. La colonisation passée des Français en Afrique, c'est une abomination. Comment mieux dire que nos élites sont soumises à l'étranger et opposées à la défense de notre histoire ? Mais il y a quelque chose de pire dans les propos d'Emmanuel Macron, le mensonge permanent. El-Andalus, c'est un des plus gros bobards des historiens de gauche. Oui, il a été inventé pour nous vendre le vivre ensemble, parce qu'à El-Andalus, toutes les communautés vivaient en harmonie. C'est un mensonge XXL qui a d'ailleurs été débunké par l'historien Jean Sévilla, le bien nommé. Il faut quand même rappeler que la Grèce a inventé la philosophie, les arts et les lettres, la médecine, les sciences, et en conséquence, les principaux cercles intellectuels au Moyen-Âge étaient encore dans le monde grec. Et où cela ? Bien à Constantinople. Et c'est la prise de Constantinople, l'Empire byzantin, en 1453 par les Turcs, qui va détruire cette supériorité intellectuelle du monde grec sur l'Occident. Mais pour le plus grand bonheur de l'Italie et de la France, car les érudits byzantins, ne voulant pas être sous la tutelle des Turcs, vont se réfugier en grande partie en Italie avec leurs manuscrits et leurs sciences. Et d'ailleurs, cela a contribué à un grand phénomène qu'on appelle la Renaissance. Bref, si la gauche pouvait arrêter de prendre ses fantasmes pour des réalités, ce pays pourrait enfin progresser. J'évoquais il y a un instant les influenceurs, les communicants, les lobbies. Voyons leur influence sur Elisabeth Borne. C'était pour pimenter mon personnage. Si je l'étais, je l'aurais dit, c'était pénible comme situation. J'ai toutes les raisons de croire que les rumeurs de mon homosexualité ont été lancées par mon propre camp. L'information est passée sous les radars, elle est pourtant stupéfiante. Elisabeth Borne, interrogée à la télévision sur les rumeurs infondées d'homosexualité la concernant, répond « J'ai toutes les raisons de croire que mon propre camp les a lancées ». Pour pimenter, sic, son personnage, argue-t-elle, en en soulignant le caractère absurde, car heureusement, à l'époque actuelle, si j'avais été homosexuel, j'aurais tout simplement dit que j'étais homosexuel. Elisabeth Borne révèle donc que l'entourage du Premier ministre de la République, son entourage, a sciemment menti, fait courir intentionnellement de fausses informations, a fabriqué donc une fake news à dessein pour tromper les Français. C'est en soi scandaleux. Et pour quelle raison ? Pour pimenter son personnage. Entendez donc pour relever, c'est-à-dire assaisonner pour rendre plus goûteux. L'orientation sexuelle devient un avantage concurrentiel que l'on exploite cyniquement. À l'époque, j'avais montré ces articles dans mes entretiens sur cette prétendue homosexualité d'Elisabeth Borne. Et je tiens à signaler qu'Elisabeth Borne n'avait strictement rien démenti. Elle avait donc participé à cette énorme manipulation. De qui se moque-t-elle aujourd'hui en disant « Non, c'est mon entourage ». Mais quel cynisme! Et d'ailleurs, pourquoi une telle manipulation ? Quelques éléments de réponse. Autoroute, le cadeau à 4 milliards d'euros fait aux concessionnaires par Macron, Borne et Alexis Collère. Et cerise sur le gâteau, elle était en couple avec un homme pacsé. Corruption et adultère, un joli cocktail qui aurait pu la déchirer. Comment la rendre intouchable ? Vous connaissez la réponse, Les cerveaux malades de Matignon, les communicants, l'ont donc transformée en homo. Et tous ceux qui la critiquaient étaient donc taxés d'homophobie sur les plateaux de télévision, avec en plus tous les lobbies sur le dos. Voilà comment la diabolique Borne, corruption, réforme des retraites, destruction de nos finances, destruction de notre démocratie à gros coups de 49.3 a été rendue intouchable. Cela en dit long,
très long sur la collusion des médias, des journalistes, des lobbies avec le pouvoir politique. Et cela fait 20 ans qu'ils utilisent cette astuce pour nous empêcher de critiquer leur politique. On critiquait la réforme des retraites, on était doublement homophobe avec Dussopt et Elisabeth Borne. On critiquait la loi de travail sous François Hollande, on était misogyne et raciste. Pauvre, pauvre El Khomri. À la lueur de ce que j'ai dit sur Elisabeth Borne, sur le cynisme de ces communicants qui sont prêts à inventer n'importe quoi, il me semble qu'il y a certaines choses qui s'éclairent dans le couple Macron. Reprenons ce qu'on peut reprocher à Brigitte Macron. D'abord, elle est épouvantablement médiocre. Elle n'est pas au niveau, comme le dit Lucchini. Pour ceux qui en doutent, qu'ils revoient les vidéos de Brigitte Macron dans les bras de Bernard Montiel. Elle a détourné un mineur de 25 ans, son cadet, qui, en plus, était plus jeune que l'aîné de Brigitte Macron. Cela a été un scandale épouvantable dans leurs familles respectives et à Amiens. On sait également que les mineurs qui ont été détournés par des adultes en gardent des séquelles psychologiques graves, des névroses, et que cela peut conduire à la psychopathie. Lorsque l'on connaît Emmanuel Macron, il me semble que le diagnostic se confirme. Comment détourner les Français de ces délits et monstruosités ? D'abord, par un narratif. Bibi est brillante, Bibi est belle, Bibi est une femme libre. Bref, toutes les débilités possibles de la communication. Mais surtout, il fallait rendre Bibi intouchable, sous la protection des puissants lobbies féministes et LGBT. Bibi, rumeur de trans. Et ces rumeurs ont bien été alimentées par l'Élysée à grands coups de photos officielles où on avait l'impression d'apercevoir un appendice génital. Et que d'indices distillés au compte-gouttes. Toutes les photographies que je vous présente sont des photos officielles et s'il y a retouche, ce ne sont pas les réseaux sociaux mais l'Élysée. Oui, nous ne possédons pas, par ailleurs, de photos de Brigitte Macron avec ses enfants de son précédent mariage. Lorsqu'on lit la biographie de Brigitte Macron, elle est entièrement mensongère. On nous a même expliqué qu'elle était agrégée de lettres alors qu'elle ne l'est pas. Le film préféré de Brigitte Macron, c'est Certains l'aiment chaud. Et nous avons une vidéo de Lina, une interview d'un transsexuel qui est dans le noir, on ne voit pas son visage, qui a la voix, comment dirais-je, qui nous rappelle celle de Bibi. Tout est fait pour brouiller les pistes et rendre Bibi intouchable. Vous connaissez Victor Victoria de Black Edwards, ce film de 1982 ? C'est l'histoire d'une femme qui se déguise en homme pour avoir un emploi, pour travailler au théâtre, devenir acteur, mais qui joue au théâtre des rôles de femme. Nous sommes à peu près dans cette situation. La perversité de ce couple atteint des degrés stratosphériques. Et surtout, il ne faudrait pas mésestimer la puissance des lobbies qui protègent Brigitte parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Rappel avec la Belgique. Vu sur la RTBF, dans l'émission Le Grand Cactus, émission comique, diffusée le 19 décembre 2024, une parodie du groupe Indochine a tourné en dérision la doctrine transgenriste. Ils sont très bons, qu'en pensez-vous ? Oui, c'était très drôle et j'en avais parlé à l'époque. J'imagine que vous en souvenez. Eh bien, ces comiques ont subi une campagne de presse de la LGBT, très violente, et ils ont dû s'excuser platement. France, Marguerite Sten et Dora Muto. Ces deux femmes ont écrit un livre sur l'idéologie trans à l'école, Transmania. Et là encore, vous devez vous en souvenir, elles ont été menacées de mort par ces activistes, tout simplement parce qu'elles affirment que les femmes n'ont pas de zizi. Et ces agressions se font avec la complicité de la gauche. Dora Muto, Marguerite Stern nous mettent en garde. Le planning familial est une officine transgenriste. L'association vient de présenter 4 nouvelles affiches, dont 2 font la promotion de l'idéologie trans. La première affiche revendique le droit à l'accès à l'IVG pour les femmes transidentifiées, dites hommes trans. Pourtant, ces femmes représentent probablement moins de 1% de la population française. Comme d'habitude, avec la gauche intersectionnelle, il faut se concentrer sur les minorités et les 99%, on s'en tape. La deuxième affiche fait clairement la promotion du transgenrisme pour les enfants. Pour rappel, transitionner,
Ce n'est pas un acte anodin. Dans notre livre Transmania, nous listons les effets dévastateurs des transitions sur la santé des enfants et des majeurs à l'appui de nombreuses sources médicales provenant notamment du Royaume-Uni et de Suède, puisque ces pays ont un recul bien supérieur au nôtre. Puisqu'ils sont revenus en arrière, la Suède a fait transitionner légalement des personnes dès 1972. Il est insupportable que l'argent du contribuable serve à faire la propagande d'une idéologie que la très grande majorité des Français rejette. Mais pourquoi cette idéologie s'étale partout? Eh bien, vous le savez, l'Open Society, l'Union Européenne, les woke sont derrière. Et ce n'est pas non plus un mystère que Macron sert les intérêts de tous ces lobbies. Et il gagne en plus une protection pour sa Bibi. Alors, le mystère Bibi est résolu. Eh bien, il faut attendre malgré tout de prochaines révélations. Affaire à suivre. Géorgie, Moldavie, Union Européenne, Cercle Aristote. Pour la Moldavie, il est complotiste de demander des vérifications sur une victoire in extremis à 50,3%. Pour la Géorgie, on est un défenseur de la démocratie de demander des vérifications sur une victoire à 54%. Oui, c'est le sketch sur le bon et le mauvais chasseur. Et ce qui a de plus choquant, ce n'est pas seulement que l'Union européenne, puis celui-là, finance à grands coups de milliards des politiques dans ces pays. Vous me l'avez d'ailleurs rappelé. Non, pour moi, ce qu'il y a de plus choquant, c'est cette ingérence étrangère violente dans des petits pays, et cela rappelle en effet les heures les plus sombres de l'impérialisme et du monde colonial. Et curieusement, la gauche ne trouve rien à redire. Comprenez-moi bien, il y a une différence entre subventionner des hommes politiques et financer des coups d'État et autres révolutions de couleur. Et nous avons un spécialiste en France de ce genre de coup tordu, Raphaël Gluglu. Le job de l'agent pro-américain Gluglu est simple à comprendre. Comme on pouvait s'y attendre, Raphaël Gluglu estime qu'il est temps que l'Union européenne et la France haussent le ton face aux résultats des élections législatives en Géorgie. Pour Gluglu, comme pour tous les fanatiques euro-atlantistes, il va en effet de soi que seules les élections remportées par les forces pro-américaines et pro-européennes sont valides, alors que toutes les élections qui donnent le résultat contraire n'ont pu être que le fruit d'une horrible méprise, voire d'un trucage ourdi par Vladimir Poutine, la Chine, l'Iran ou les complotistes d'extrême droite. On ne peut pas comprendre ce deux poids deux mesures systématique et lassant de Glucksmann si l'on ne sait pas... Oh, une vidéo. Alors, la dame que vous voyez contre son dos, c'est sa première épouse, Eka Glucksmann. Alors, Eka Glucksmann, elle est très très intéressante. Pour quelle raison? Eh bien, regardez-moi ça. Alors, il faut savoir que Raphaël Glucksmann a eu des enfants avec Eka. Et Ekaterina, alors il l'appelle Ekaterina, Eka c'était son diminutif, ministre de la police de 2 pays. Oui, vous ne rêvez pas. Eh bien, cette Géorgienne a été mise de l'intérieur de Géorgie. Puis, lorsqu'il y a eu la révolution en 2012, elle a été chassée à grands coups de pied aux fesses avec Saakashvili, qui étaient des gens extrêmement corrompus. Eh bien, la CIA a fait en sorte que cette dame soit ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur, en Ukraine. Et oui, parce qu'elle a été destituée de sa nationalité. Et c'est là où on apprend quand même des choses tout à fait épatantes. Avec Eka et Raphaël, eh bien, c'est que lorsqu'elle a été mise de l'Intérieur en Ukraine, c'est le moment où Amnesty International a dit qu'il y avait le plus de torture, de gens qui disparaissaient. Et à ce moment-là, du fait de la guerre, il y a eu 600 000 déplacés. Il y a plus d'1 million de déplacés et 600 000 sont allés se réfugier en Russie du fait des exactions des bataillons ukro-nazis. Et Eka Glucksmann était donc complice de ce genre de choses. Et lorsque Raphaël Glucksmann était en Géorgie, c'est-à-dire avant 2012, Eka, pareil, avait les mêmes exactions, à tel point d'ailleurs que la présidente de la Géorgie accuse plus ou moins Raphaël Glucksmann de complicité, puisqu'il était marié avec Eka, de complicité de torture dans les prisons et de situation des droits de l'homme dans le pays. Alors Raphaël Glucksmann s'en défend en disant « moi je suis pour la liberté ». C'est trop facile, on est marié avec une ministre de l'Intérieur qui commet les pires crimes, on dit « ah non, moi je suis pour la liberté ». Et Raphaël Glucksmann nous expliquait que l'ancien président géorgien, Saakashvili,
était son ami. Or, là aussi, ce Saakashvili s'est retrouvé chef de l'oblast d'Odessa en Ukraine, c'est ce qu'on appelait la mafia géorgienne en Ukraine. Il a tellement pillé le pays qu'il a été chassé à grands coups de pied aux fesses d'Ukraine et qu'il a dû se réfugier. Et oui, si on ne sait pas que Gluglu est un agent atlantiste. Je ne sais pas vous, mais ce jeune youtubeur, il ira loin et je le trouve très sympathique. Mais je lui conseille quand même d'acheter une caméra et un studio de montage. Merci à tous, bien évidemment, de m'avoir aidé parce que j'étais au début, c'était il y a 2 ans, c'était une vidéo donc sur Raphaël Glucksmann. France, Sarah Nafo, CNews. Sarah Nafo, je suis souverainiste, c'est anormal, mais aujourd'hui c'est le cas. 80% des lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale viennent du Parlement européen. Philippe Séguin disait « L'Assemblée nationale n'est devenue qu'une chambre d'enregistrement de ce qui se joue à Bruxelles. C'est un immense regret. Il faut se battre là où le pouvoir est. » Ensuite, je pense, en revanche, que pour changer notre destin, c'est l'élection présidentielle qui peut le faire. Sarah Nafo est très talentueuse. Si elle rejoint le camp du Frexit, ça sera vraiment une recrue de premier ordre. Bon, pas d'optimisme BA, il faut évidemment être très prudent, mais je constate qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques qui viennent vers nous. Il y a quelques jours, je vous parlais de Pierre Lelouch qui était en train d'expliquer qu'il faut sortir de l'Union européenne. Une affaire à suivre. Bardella et son livre. Publicité pour le livre de Jordan Bardella. Il y a des endroits où l'on est encore en droit de se battre pour que l'extrême droite n'ait pas accès à ces panneaux publicitaires, pense Pilot Vivien, rédacteur en chef de Regard. L'extrême gauche vend debout contre un livre. Venant de ces incultes, rien d'étonnant. Et Pablo, à quand les autos d'affaires ? Mais du même coup, Pablo et ses petits amis assurent la publicité du livre de Jordan Bardella. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Vous voulez interdire quelque chose, eh bien vous en faites la publicité. Les communicants du Rassemblement national sont parfois des génies. Le Rassemblement national au feu, Bardella au milieu. Des militants d'extrême gauche font une chenille en appelant à brûler Jordan Bardella. C'était le 11 juin. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Cette gauche aime mettre le feu au symbole de la démocratie. Incroyable. Alors que la dynamique, à 7 jours du vote, est clairement du côté de Donald Trump, voilà que des urnes contenant des votes par anticipation sont incendiées. Ces dernières heures, ce fut le cas dans 2 États du nord-ouest des États-Unis, ce qui a entraîné la destruction de nombreux bulletins de vote. L'État profond est manifestement en panique. Fraude et maintenant carrément incendie d'urnes. Mais la vague populaire sera la plus forte. Les Antifa, quel que soit d'ailleurs le côté de l'Atlantique, veulent brûler leurs opposants, veulent interdire des livres, et maintenant ils incendient des urnes. Leur chef, lui, le sénile Joe Biden, insulte carrément la plupart des Américains. Joe Biden perd son sang-froid et insulte la moitié des électeurs américains. Les seules ordures que je vois flotter là-bas, ce sont les partisans de Trump. Pour mémoire, en 2016, Hillary Clinton avait qualifié les électeurs de Donald Trump de « déplorables » et elle avait perdu les élections. Question, est-ce que Joe perd complètement la boule ou il est en train de cramer la campagne de Kamala Harris? La suite nous le dira. Alerte, alerte, ça vient d'être divulgué. Le tueur de Southport, qui avait assassiné les 3 petites filles et blessé des autres, ainsi que des adultes, est bien un terroriste. Des gens sur Twitter et les médias l'ont fait passer pour un chrétien. C'était donc une énorme fake news. Encore une, me direz-vous. Angleterre, pchout, énorme. La reconnaissance officielle des victimes du pchout Covid change complètement de dimension au Royaume-Uni. Désormais, le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, envisage de créer un programme pour ceux qui souffrent de conditions qui changent leur vie à la suite du pchout. Il craint en effet que le régime de paiement des dommages causés par les pchouts, financés par le gouvernement, ait du mal à faire face à un nombre écrasant de personnes souffrant d'effets secondaires. Pour le moment, 188 victimes graves ont été indemnisées au Royaume-Uni, mais rien que pour l'injection d'AstraZeneca, plus de 15 000 dossiers sont en attente. Il faut y ajouter très certainement les nombreuses victimes des autres pchouts. Chaque victime ou proche de décédé reçoit 120 000 livres sterling. Bref, ça devient industriel, une révolution.
Prochaine étape, l'aboutissement du procès en cours outre-Manche avec des condamnations pénales. La France devra suivre, on ne lâchera rien. Et c'est là, il me semble, qu'il faut récapituler les mensonges de la presse aux ordres, rien que pour ce numéro. Les journalistes mentent maintenant sur la sexualité de nos dirigeants pour les rendre intouchables, et ainsi ils montrent leur collusion avec les lobbies et le pouvoir politique. Ces mêmes journalistes diabolisent Donald Trump en le comparant au pire personnage de l'histoire, et de l'autre côté, ils nous expliquent que Kamala Harris est une femme intelligente et brillante. Ces journalistes cachent toujours les effets secondaires du pchout. Ces journalistes affirment que Vladimir Poutine est isolé sur la scène internationale après le sommet de Kazan. De plus, ces journalistes expliquent qu'il y a des troupes nord-coréennes en Ukraine, Bobard XXL. Ces journalistes, à chaque fois qu'il y a une attaque au couteau, nous expliquent que c'est un fou, alors que nous apprenons quelque temps après que c'est un terroriste. Ces journalistes défendent les forces impérialistes et coloniales qui veulent truquer les élections en Moldavie ou en Géorgie. Est-ce qu'ils arrivent à prononcer une seule information véridique? Mais vous pourrez me faire remarquer qu'ils ne sont pas payés pour cela. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un si doux visage, Jocelyn Wildenstein, la reine de la chirurgie esthétique. Elle annonce peut-être Halloween, comme ces trois-là. Macron essaie de vendre le musée Grévin au Maroc. Cela y ressemble. Il y a le roi du Maroc et il y a le roi des marioles. Bibi, justement, Maroc, Jean Bibit et la princesse Leila Khadija qui cache sa joie à l'idée de la soirée hammam entre femmes. Pas toujours facile d'être une princesse. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.